cette table 3 intervenants qui viennent d'horizons différents, mais motivés finalement par la même idée, le même concept, c'est les énergies renouvelables. C'est une société publique locale qui travaille du coup, pour le compte d'Orléans Métropole et pour le compte de la ville d'Orléans. J'interviens autour des aspects de chaleur et fraîcheur renouvelable en région Centre-Val de Loire et je fais partie d'une structure qui s'appelle l'AFPG, donc l'Association française des professionnels de la géothermie. FIBOIS Centre-Val de Loire, qui est une association interprofessionnelle à l'échelle régionale et qui fédère l'ensemble des métiers de la filière forêt-bois, donc de la propriété forestière jusqu'aux différents usages qui sont la transformation du bois, le bois construction et le bois énergie. La feuille de route qui est récente, qui date d'avril 2022, fixée par les élus de la métropole, qui ont décidé pour faire tendre Orléans Métropole vers une métropole à énergie positive et dans une première étape une métropole décarbonée. Un objectif d'ici 2030, assez court, de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Les gaz à effet de serre d'origine énergétique, on s'engage moins sur ce volet-là qu'on maîtrise. Doubler les capacités de production d'énergie renouvelable et baisser de 26% les consommations énergétiques, c'est-à-dire les consommations de nos écoles, de nos bâtiments administratifs. Les objectifs prioritaires sont de développer les énergies renouvelables en orientant, dans la mesure du possible, sur des projets vertueux, innovants, ambitieux, sur les 4 thématiques suivantes: géothermie, hydrogène, biogaz et tout ce qui est nouvelle filière biomasse. Ça, j'y reviendrai peut-être pas après. Donc, ce qu'on entend par nouvelle filière biomasse. Sur les réseaux de chaleur, donc, vous voyez ici les 3 réseaux publics qui existent. Un sur la source, qui couvre l'intégralité de la source, de l'hôpital jusqu'à l'université, tous les logements. Un sur Orléans Centre, qu'on a étendu, c'est les petites flèches qu'on voit, qu'on a étendu sur Fleury-les-Aubrais. Toute l'opération Interive est raccordée sur ce réseau-là. Et qu'on a étendu sur le cœur de ville de Saint-Jean-la-Ruelle, de la piscine à la mairie jusqu'au quartier des Chaises. L'intégralité des bâtiments administratifs de la ville de Saint-Jean-la-Ruelle ont basculé sur le réseau de chaleur bois énergie ces 2 dernières années. 75% composés d'énergie renouvelable. On est vertueux, on est en train de travailler pour basculer au-delà des 80-85% sur les prochaines années. L'intérêt de ces réseaux, on a parlé prix tout à l'heure, c'est que ça permet d'avoir un prix qui est déconnecté du cours des énergies fossiles pour tous nos usagers, pour les logements sociaux, logements en précarité. Et on a pu passer la crise 2021-2022 sans augmentation problématique des coûts d'énergie sur l'équivalent des 30 000 foyers raccordés. Donc pour nous, c'était une grande satisfaction parce que on a vu les copropriétés raccordées au gaz qui ont vu leur coût multiplié par 5, 6, voire plus. Et nous, on a limité l'augmentation à 20 à 30% dans le pic de la crise et on est rapidement revenu à des prix raisonnables. Qui consiste à remplacer les consommations résiduelles de gaz qu'on avait sur notre réseau de chaleur sur la source par de l'énergie qu'on vient récupérer dans les eaux traitées de la station d'épuration de la source. La station d'épuration de la source draine un bassin assez important avec tout Saint-Cyr-en-Val et le quartier d'Orléans-la-Source. Les eaux qui arrivent à la station sont traitées sur place. On est au rond-point au bout de l'avenue Gaston-Gallo. Les eaux traitées, l'année dernière on a mis en place une unité pour les traiter encore davantage et permettre d'arroser le parc floral. Donc là, ça nous a permis d'éviter de forer, enfin d'utiliser l'eau des forages, sachant qu'on est en pénurie d'eau dans le Val d'Orléans et que le Loiret, le cours du Loiret s'assèche chaque année un peu plus. Pour nous, c'était substituer ces eaux-là. La deuxième étape a consisté à extraire la chaleur qu'on a dans ces eaux pour chauffer des logements. Du coup, un petit point sur l'état avant-projet. On voit tout en haut la fin du réseau historique de la source qui est en eau surchauffée à 150 degrés, chauffée au bois. Majoritairement au bois, une part de gaz encore qu'on voulait substituer. Tout en bas, on a la station d'épuration ici.
le château de la Source qui était chauffé au fioul avec de grandes quantités de fioul consommées, et un ensemble de 15 immeubles, merci, sur lesquels on avait des chaufferies gaz vétustes, et pour lesquels il était nécessaire de faire pour la copropriété un investissement conséquent pour renouveler les chaufferies gaz, à peu près 1 million d'euros d'investissement s'il restait au gaz. Ce qui fait, c'est qu'on a créé une unité qu'on voit en bas, ici, on aurait des images après, pour valoriser l'énergie, je vous expliquerai juste après. On a installé plus haut une unité pour abaisser la température du réseau de chaleur de la source. 150 degrés, c'est trop chaud pour récupérer des autres stations d'épuration puis les rehausser. Donc on abaisse la température à un régime plus proche des 60 degrés, ce qui nous permet d'injecter l'énergie de la station d'épuration. Et ensuite, on a déployé 5 km de canalisation devant le parc floral jusqu'à Olivet pour raccorder les 15 immeubles. Ça, c'était le premier projet qu'on a inauguré en début d'année. Et on va rajouter une dizaine d'immeubles très prochainement avec ceux qui connaissent les résidences Beau Séjour. Donc on a signé la SPL un contrat avec l'ADEME et la région pour 4 ans, sur lequel un animateur dédié va faire un accompagnement gratuit de tous ceux qui souhaitent convertir leurs installations aux énergies renouvelables, des études d'opportunité gratuites, et ensuite, une fois que ça débouchera sur des projets, on aura un financement des études à hauteur de 60% et des travaux ensuite de géothermie, de biomasse ou autre à hauteur de 45%. La SPL se lance là-dedans. Fibois pourra peut-être en parler. Fibois est un acteur historique sur le secteur pour son animation de contrats équivalents. Mais il manquait un contrat sur la métropole qu'on va combler. La première chose à savoir, c'est que Olivier et moi animons à un échelon régional à la fois la filière professionnelle des personnes qui vont installer et réaliser concrètement les opérations, donc qu'il s'agisse des bureaux d'études, qu'il s'agisse des installateurs, et ceci sur l'ensemble de tout ce qui va être chaleur et fraîcheur renouvelable. Et d'autre part, on s'assure également de la coordination d'un réseau de terrain, de personnes qui vont être au plus proche des projets, qui vont pouvoir conseiller des orientations, indiquer comment s'y prendre correctement pour tout ce qui va être subvention d'une part, méthodologie de projet d'autre part, et tout ceci en partenariat avec l'ADEME et le conseil régional. La chaleur, c'est quasiment la moitié des besoins énergétiques. Lorsque on regarde plus précisément au niveau des bâtiments, ça monte même à 70%. À gauche, il s'agit de ce qu'on appelle des échangeurs horizontaux qui sont implantés autour d'1 mètre de profondeur. L'image d'à côté, ce sont des corbeilles géothermiques. Là encore, ce sont des travaux de terrassement. On vient descendre autour de 4 mètres de profondeur. Encore à côté des murs, donc des murs géothermiques, pardon, je vais préciser. Ça ressemble aux échangeurs horizontaux, sauf que c'est placé verticalement. Et puis on peut également venir valoriser les eaux usées, comme ça a été fait à la station d'Orléans-la-Source. Ou encore, si on a la chance d'avoir un cours d'eau ou même de l'eau stagnante de type étang, etc. à côté, on peut venir valoriser cette eau également pour venir échanger de la chaleur. Donc, pour vous donner des exemples locaux, ce système qui peut être décliné avec toutes les technologies que je vous ai montrées précédemment côté sous-sol. Et puis, tout à droite, vous avez également un autre schéma qui est cette fois une alternative au principe du réseau de chaleur, c'est-à-dire qu'on vient faire circuler l'eau à faible température, cette température géothermique, donc 10-15 degrés pour reprendre les exemples précédents. Et c'est seulement une fois arrivé au bâtiment qu'on viendra chauffer davantage cette eau si nécessaire, voire la refroidir si on a des besoins de froid. Donc il y a vraiment énormément de technologies différentes et on peut vraiment répondre à tous les besoins de l'échelle du tout petit bâtiment pour un particulier très bien isolé jusqu'à l'échelle d'un grand réseau de chaleur et de froid qui connecte plusieurs bâtiments très différents, qui peuvent avoir des besoins très différents. Par rapport à l'état des lieux qui avait été estimé
en 2014. Le but est de multiplier quasiment d'un facteur 20 à l'horizon 2030. Ceci avec tous les types de géothermie que je vous ai présentés préalablement. Donc la forêt, vous la connaissez en tant qu'usager. C'est une forêt qui est assez large, qui représente quand même un quart du territoire régional. On a la forêt domaniale, forêt d'Orléans, la plus grande de France. Alors on distingue bien, comme vous voyez, les forêts domaniales et puis les forêts privées. De ces produits, on va aller chercher du bois en forêt et la forêt a besoin de s'éclaircir. De manière très schématique, comme en agriculture, si on ne vient pas éclaircir les cultures, eh bien, on n'a pas une capacité à faire grandir la forêt. Vous parliez de santé. Le bois énergie, il ne faut pas se le cacher, fait dans de mauvaises conditions, génère des émissions polluantes, notamment de particules fines, et une cheminée à foyer ouvert a un niveau d'émission qui est très important, et donc c'est un usage qui est à proscrire. Tous les autres usages, que ce soit dans un poêle, dans un foyer fermé, dans une chaudière, ont des rendements qui sont beaucoup plus importants et qui émettent beaucoup moins de polluants. C'est pour ça qu'on va favoriser plutôt les poêles, les foyers fermés, les chaudières pour avoir une optimisation de l'usage énergétique. Par rapport à des chaudières gaz ou fuel, c'est qu'on a besoin d'approvisionner avec des silos qui ont une grande capacité. Pour vous donner un ordre de grandeur, la densité énergétique du bois sous forme d'égypté, elle est de l'ordre d'un dixième du fuel. Qu'il faut avoir pour 10 mètres cubes de bois, c'est l'équivalent de 1000 litres de fuel. Donc, il faut des grandes capacités de stockage. Pour donner l'exemple sur les chaufferies d'Orléans, on consomme sur chacune d'elles à peu près 15 camions par jour. Ouais. Donc on a besoin vraiment de beaucoup de place, et c'est ce qui fait des contraintes techniques. Pareil, un peu la manière dont ça se présente. Le granulé, vous le connaissez parce qu'il est utilisé beaucoup dans les poêles ou dans les chaudières à granulés. Les plaquettes forestières, les produits connexes des industries du bois ou les produits en fin de vie, en fait, ils se présentent de manière assez proche. C'est assez similaire à ce qu'on voit sur les espaces verts en paillage, sauf qu'ils sont mieux calibrés pour pouvoir s'adapter aux outils techniques. Et puis, vous voyez les broyats de palettes sur la deuxième image, qui ont besoin d'un broyat un petit peu différent et qui sont un peu plus longs. Sur le chauffage domestique avec la bûche, les enjeux, si on les regarde de manière séparée, c'est d'utiliser autant de combustible, mais pour beaucoup plus de gens, donc d'améliorer les rendements. Sur la métropole, il y a un dispositif qui est le foin à bois, qui donne de l'argent, environ 1 000 € pour remplacer un vieil appareil par un appareil plus performant. Donc, on peut faire beaucoup plus avec l'énergie dont on dispose actuellement. Les rendements que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est à peu près 70 à 80% pour un nouvel appareil. Moi j'ai une première question pour vous. Le dérèglement climatique finalement fait qu'on va aller vers de nouvelles essences dans nos forêts. Est-ce que ces nouvelles essences auront pour vocation à faire du chauffage ou alors sont vraiment dédiées à faire du chauffage et du bois pour construction? En fait, la gestion forestière, elle se raisonne vraiment pas du point de vue énergétique. Donc, il y a un raisonnement clair sur l'adaptation de la forêt au changement climatique. Donc, il y a encore personne n'a de boule de cristal sur quel sera vraiment le climat dans les années qui viennent, et on se projette à 100 ans pour le feuillu, à 80 sur le résineux. Donc on a plutôt tendance à aller regarder ce qui se passe dans le sud de la France pour planter des essences qui ont une capacité à résister au stress hydrique. La gestion forestière restera à peu près la même, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des éclaircies, on va prélever du bois, et ce bois-là, on le valorisera en partie dans l'énergie, mais le but à terme, c'est toujours de faire du bois d'œuvre, et donc d'avoir la meilleure valeur ajoutée, tout en gardant une forêt qui a les 3 usages pour s'y promener. Est-ce que cette capacité pourra s'accroître si, par exemple, on met plus de forêt?
Est-ce qu'il y aura des endroits qui pourront accueillir plus de forêts? Parce que si c'est difficile d'aller chercher les petits propriétaires et que la demande de bois est croissante, va falloir étaler ça peut-être. La forêt, elle progresse effectivement parfois parce qu'on va les planter à des endroits où certains propriétaires fonciers le souhaitent. Elle progresse surtout par des prises agricoles. J'ai plus les chiffres en tête, mais il y a quelques pourcents supplémentaires tous les ans par cette déprise agricole. Ce n'est pas forcément les meilleurs boisements qui se font parce qu'ils se font naturellement, parce qu'on les abandonne. Elle commence comme ça. On compte pas vraiment en fait sur la progression des surfaces supplémentaires en boisement, en tout cas dans les scénarios, je les ai pas vus dans ce domaine-là. Après, c'est plutôt le remembrement en fait des parcelles, aller essayer de s'approprier en quelque sorte les parcelles qui sont délaissées avec les héritages. Beaucoup ne savent pas qu'ils en sont propriétaires. Elles existent, quelles sont les contraintes, est-ce qu'en termes de maintenance, est-ce que c'est... Je me souviens, il y a 30 ans, vous n'étiez pas né, moi aussi, en fait, la géothermie avait pris fin rapidement parce qu'il y avait un fort niveau de corrosion sur tout ce qui avait été enfoui. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours vrai? On a de nouveaux matériaux, de nouveaux tubes qui fait que ça marche mieux. Par rapport à l'exemple que vous citez, on parle de géothermie profonde, celle où je disais qu'en région, il n'y avait que à Châteauroux qu'on avait une installation qui tournait. Et effectivement, il y a eu un certain nombre de problèmes avec des conséquences assez dramatiques d'ailleurs derrière, liés essentiellement à des problématiques de pompage, de corrosion, de difficulté à garder la ressource bien accessible pour réaliser un projet similaire dans de très bonnes conditions. Donc ça, c'est un écueil qui maintenant est levé. On a appris tout simplement en avançant depuis ces quelques dizaines d'années. Ensuite, les problématiques, une fois encore pour moi, sont plutôt au niveau de la surface, parce qu'il y a plusieurs choses à avoir en tête. La première, c'est que selon la technologie dont on pourra ou non se servir, l'emprise foncière n'est pas forcément la même. Le bâtiment lui-même gagne à être conçu pour pouvoir être chauffé plutôt à basse température, c'est-à-dire on va éviter d'envoyer 80 degrés dans le réseau de radiateurs. Si on peut être sur des températures beaucoup plus douces, on gagne beaucoup en efficacité. Dont on peut valoriser le froid, parce que c'est pas tout produire du froid, si on peut pas s'en servir derrière, ça sert pas à grand chose. Donc c'est plutôt là qu'on va trouver des limitations. Une autre limitation qui concerne plutôt le sous-sol cette fois, c'est que le sol est un usage partagé. Faire de la géothermie en soi n'altère nullement ce qui se passe en sous-sol. Par contre, typiquement, les bonnes pratiques font qu'on va éviter d'aller chercher une nappe profonde qu'on risque de mélanger avec une nappe plus haute, voire même qui aurait une qualité de type eau potable et qu'on risquerait d'altérer, etc. Donc là, il y a toute une réflexion à avoir sur la ressource en eau d'une façon générale. Est-ce que vous pourriez résumer, allez, en une phrase finalement, où on va demain, en 2030, vous serez où chacun? Qu'est-ce que vous ferez dans votre domaine d'activité présent? Voilà. Est-ce qu'il y a encore des espoirs, des choses qui vont arriver, des technologies qui n'ont pas encore été mises en place, qui vont se développer? Bon, je peux continuer sur ma lancée. On a effectivement beaucoup de technologies qu'on n'avait pas il y a quelques années, qu'on souhaite utiliser. Typiquement la récupération chaleur dans les fumées, des valorisations beaucoup plus complexes avec des groupes à absorption sur les productions énergétiques, une plus grande mobilisation de chaleur fatale produite par chaque entreprise, les chaleurs perdues. Okay. Dans les bois, qu'est-ce qui se passe demain dans les bois? J'espère qu'on arrivera à continuer sereinement notre développement, parce que vis-à-vis d'un certain nombre d'attaques qu'on a sur le côté de la santé, parce que j'ai incité tout à l'heure
faire en sorte de renouveler nos appareils pour éviter les pollutions qui sont bien réelles mais qu'il faut limiter. Donc, avec les gros chaufferies, on arrive à faire des choses qui sont extrêmement vertueuses. Pour le chauffage domestique, ça l'est moins. Vous avez dit sereinement. Oui. Parce qu'il y a quelques doutes. Non, parce que les attaques sont toujours. On disait qu'on communiquait, on avait du mal à avoir des infos parce que tout ce qu'on communique là c'est très positif et les médias moins que ce qu'on voudrait. Et puis sur le côté environnemental, au niveau de la forêt aujourd'hui, prélever du bois en fait est polémique. En fait. Je comprends, oui, absolument. En 2030, j'espère qu'on récoltera les fruits de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Peut-être, pourquoi pas, une installation de géothermie profonde sur la métropole d'Orléans d'ici cette échéance, ce serait une belle chose. Et puis, en outre, peut-être davantage de prise de conscience également du changement climatique, de l'adaptation au changement climatique, on parlait des besoins de froid. Et puis, espérons-le, plus personne en situation de précarité énergétique sur l'ensemble de la métropole, voire plus loin. Okay. Écoutez, moi je vous remercie très sincèrement pour la somme d'informations que vous avez énormément appris. Merci encore. Vraiment, vous nous avez donné là une foule d'informations. Pour moi, je sais que sincèrement, j'ai beaucoup apprécié le temps qu'on a passé ensemble. Harmonie Mutuelle. Avançons collectif.